2 juillet 2019, le Conseil de ville de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Nous avons pour nous en parler le maire, Jacques Demers, la directrice générale, Christine Labelle. Alors, avec eux, on va parler évidemment des différents points, entre autres le chemin North-Hatley, les travaux à venir, la subvention qui n'est pas encore arrivée et tout ça. Mais en ouverture, on va se pencher sur un des derniers points qui était à l'ordre du jour du Conseil de ville. Les ressources humaines se sont dotées d'une politique de rémunération des employés et vient avec ça une description des postes. C'est quelque chose d'à la fois très technique et très utile. Madame Labelle, je me tourne vers vous. Donc, quelque chose qui n'existait pas. Comment s'est passé l'exercice? Qui a chapeauté la chose? J'imagine que c'est vous. En fait, le Conseil avait donné un mandat au service de ressources humaines de la Fédération québécoise des municipalités. On a travaillé avec eux, qui nous ont soumis plusieurs outils. Ce sont des outils de gestion des ressources humaines. Donc, la politique de rémunération, il y avait des règles à la municipalité, mais on voulait resserrer et préciser ces règles-là. Donc, ça a été adopté hier soir. Et qu'est-ce que ça apporte finalement que d'avoir ça? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu des embrouilles avec des employés ou est-ce que ça va permettre de faciliter les choses? Pourquoi aujourd'hui, maintenant, se doter d'une politique de rémunération si on n'en a jamais eu et puis que somme toute, tout allait bien? En fait, tout allait bien, je ne pourrais dire, je n'étais pas là, mais c'est un outil administratif qui est très utile, ne serait-ce que pour planifier les indexations, créer une structure salariale, en fait, une grille salariale avec des échelons. Donc, ça facilite la gestion, ça permet notamment de discuter lors d'évaluations de performance plus d'objectifs que de discuter d'évaluation financière ou de salaire. Donc, ça facilite juste le quotidien. Mandat de caractérisation d'un milieu humide, c'est le retour du Val-Joli sur l'ordre du jour du Conseil de ville. Monsieur Demers, je me tourne vers vous. C'est une plainte citoyenne. Donc, en quoi consiste la plainte exactement? Et là, qu'est-ce qui arrive avec les travaux? Tout est retardé encore une fois, là. Oui, on a eu une plainte en parlant d'un milieu humide au bout du Val-Joli. Ça fait qu'on va aller chercher l'expertise pour être sûr ce qu'on peut faire, ce qui est touché, de quelle façon. C'est sûr qu'au niveau des travaux, ça va modifier à court terme les travaux. L'endroit de virage sera minimal pour l'instant. Une fois qu'on aura la caractérisation, puis voir à quelle ampleur ça prend ce milieu humide, on verra de quelle façon qu'on va le faire, mais les ingénieurs vont retravailler probablement un virage différent. Mais pourquoi maintenant, pourquoi ça a pris la plainte d'un citoyen? Madame Labelle, vous avez travaillé longtemps en environnement, vous y êtes sensible. Normalement, les milieux humides, c'est quelque chose, j'imagine, auquel vous êtes justement sensibilisé. Alors pourquoi, là, tout à coup, maintenant, on se rend compte qu'il y a un milieu humide au bout du chemin Val-Joli où on projette de faire un virage, un rond-point, là, depuis maintenant quelques années, là? En fait, ça pourrait faire l'objet d'une discussion assez longue. On avait déjà fait appel à des experts pour voir le territoire à construire. Puis, il ne nous semblait pas qu'il y avait du tout de milieu humide. C'est pas un milieu humide qu'on est habitué de voir qui a une grande valeur écologique nécessairement. Il s'agit d'un ancien chemin agricole qui monte, qui est en pente, chemin agricole où il y avait des fossés de chaque côté. Le chemin n'est plus utilisé depuis belle lurette, mais l'eau a continué à emprunter ce chemin-là. Donc, évidemment, s'il y a de l'eau qui s'écoule de façon régulière, il y a des espèces qui s'installent. Ce ne sont pas des espèces prioritaires non plus. Au ministère de l'Environnement, la façon dont un milieu peut est déterminé, c'est avec ce qu'on appelle l'annexe 5. Donc, lorsque le fonctionnaire du ministère de l'Environnement est venu, je suis allée avec lui sur le terrain, il a constaté des espèces qu'on appelle secondaires. Donc, la valeur peut être discutable. Il n'y en a pas beaucoup non plus. Voilà, ça peut être une perception, comme je vous dis, il pourrait y avoir de multiples discussions, mais comme on a eu la demande, on y va. Parce que vous n'avez pas le choix. À partir du moment où une plainte est déposée, la Ville doit aller de l'avant. Ça engendre des coûts. Est-ce qu'on sait déjà combien tout ça va coûter, là, que ce mandat de caractérisation du milieu humide? Pour ce qui est de la caractérisation, c'est environ 2 000 on en est actuellement à 1 700, donc il reste le rapport final à rédiger. Lorsqu'on fait une demande de certificat d'autorisation, évidemment, l'ampleur de la demande va dépendre du rapport. Le maximum lors d'une demande de CA pour construire dans un milieu humide comme ça, c'est un maximum de 3 000 Et par la suite, il faut compenser
financièrement les mètres carrés qui vont être touchés. Donc, évidemment, on est déjà sur la planche à dessin à refaire les plans et devis pour éviter le plus possible cette partie-là de l'aire de virage. Autre dépense qui n'était pas prévue au budget pour cette année, au niveau de la fosse septique du village, on exige de vous l'installation d'un débitmètre au niveau de 7 fosses septiques. Donc là, il faut bien s'entendre, ce ne sont pas toutes les fosses septiques du village. Il y en a une plus grosse, plus grande, qui dessert plusieurs maisons au centre-ville. Et c'est un dossier dont on avait déjà peut-être un peu parlé il y a quelques années, et vous étiez comme la ville rebelle, là. Oui, un peu, parce qu'on se questionnait sérieusement d'investir 20 à 25 000 $ pour un débitmètre. On se questionnait à savoir quel impact que ça aurait. Est-ce que ça a une lecture suffisamment importante? Est-ce qu'il y a un risque pour l'environnement? De toute façon, il faut faire l'inspection de cet endroit-là. Mais selon le ministère de l'Environnement, c'est des données qu'ils veulent avoir. Ça fait qu'on va devoir le faire. Ça fait que oui, il va y avoir un investissement de ce côté-là. Mais on parle bien de la fosse commune pour l'ensemble du village. C'est celle-là qui va coûter tout près de 25 000 $. Espèce envahissante, ça revient une fois de temps en temps dans les ordres du jour des différentes municipalités. On parle ici de la renouée du Japon, donc une plante qui est très, très belle, des belles petites fleurs blanches. On vous montriez une photo tantôt. Elle est belle, mais elle est toxique et elle peut même être dangereuse pour les maisons. Madame Labelle, vous disiez ça en pré-entrevue. Pouvez-vous préciser exactement là, en quoi cette plante-là peut être dangereuse là, pour les domiciles? C'est une espèce envahissante qui se propage très rapidement et par son système racinaire. Le système racinaire affecte les fondations. Donc, brise les fondations et brise les chaussées également. Donc, non seulement c'est une espèce qui réduit de beaucoup la biodiversité, mais qui affecte les infrastructures. Cet été, jusqu'à maintenant, on a recensé 23 sites assez importants de renouée du Japon sur le territoire, dont certains sites chez les citoyens. Donc, le Conseil a convenu de faire préparer une lettre. Lorsqu'on va sur le terrain, on va remettre cette lettre-là aux citoyens pour leur expliquer comment la maintenir. Nous allons également contacter les entrepreneurs qui sont en contact avec cette renouée-là et je pense, par exemple, aux entreprises de fauchage. Donc, il ne faut pas couper idéalement cette plante-là parce que ça la stimule, ça stimule sa croissance. Donc, on est actuellement en train de délimiter les 23 sites et de contacter l'entrepreneur. On se tourne maintenant du côté du chemin North-Atlee. On a des demandes de citoyens pour la réduction de la vitesse. On a des demandes de citoyens pour l'aménagement d'un espace piétonnier et cyclable même du côté du chemin North-Atlee. Et on sait qu'il y a des grands travaux qui s'en viennent de ce côté-là. Grands travaux est-ce qu'ils sont en suspens présentement? Je ne sais pas trop. Je vous pose la question, Monsieur le maire. On n'a pas encore reçu la lettre officielle de ce qu'on a annoncé le mois dernier. Exactement. Ce qu'on attend, c'est le papier concret. On a eu de façon verbale le hockey à 99. Il ne reste que la lettre signée par le ministre. J'ai parlé avec son attaché hier, d'ailleurs, sur ce dossier. Il devait rapidement me revenir. On veut commencer les travaux dans moins de 2 semaines. Il faut absolument avoir ce papier-là. C'est la subvention qu'on parlait de 500 000 qui est rattachée. On parle de la section vraiment à partir du pont, tout près du manoir OV, en s'en venant, qu'il y a 1,9 km de travaux qui devraient se faire. Mais on parle aussi du tronçon qui part à la hauteur de l'hôtel de ville, où ce qu'on veut regarder, c'est un deuxième projet qui ne fait pas partie de celui de la subvention. On est en train de travailler avec les ingénieurs pour trouver une façon de faire un trottoir piétonnier. Trottoir étant possiblement aussi pour les vélos. Vraiment d'élargir un peu cette route-là à certains endroits pour permettre une piste cyclable puis pour que les gens puissent de façon sécuritaire y voyager. Plus en plus de maisons dans ce coin-là, des gens des piétonniers qui sont dans une courbe, on sent le lieu assez dangereux. On est en train de travailler pour régler ce dossier. Et donc, quand on parle de trottoir ici, juste pour avoir la bonne image dans la tête, on ne parle pas d'un trottoir surélevé là, en béton. Là. C'est quoi? Ce serait un élargissement? En fait, c'est la marge de la rue qui devient en garnotte et puis c'est là-dessus qu'on va marcher? Ce qu'on vise, dans le fond, c'est de regarder, étant donné que ce tronçon-là aussi est avancé en asphalte, on aimerait faire une surlargeur qui pourrait varier d'1,60 m à 2,20 m selon les mesures qu'on a eues. Vraiment
une surlargeur qui crée une piste cyclable. Et on se souvient que du long de la 108 ou de la 216, la surlargeur est de 1,50 mètres pour piste cyclable qui, pour la plupart des cyclistes, ont trouvé ça quand même plus sécuritaire. Mais de se promener dans une surlargeur, c'est un peu ce qu'on essaierait de faire de ce côté-là aussi. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut penser prévoir d'ores et déjà sur le reste du chemin, là où on va faire les gros travaux avec l'asphalte et tout ça? Là, je me souviens plus si on a prévu une surlargeur, comme vous dites, pour éventuellement faire en sorte que même là, les vélos se sentent bien en sécurité, tant qu'à faire des travaux? Non, il y a eu un peu l'effet contraire dans ce coin-là, étant donné qu'on a décidé de le laisser au minimum. Certains auraient voulu revoir cette rue-là de façon plus large, de façon plus importante. Puis le risque, c'est quand tu élargis une route, tout ça, souvent que tu augmentes la vitesse des véhicules. On continue à dire, les gens qui veulent aller plus vite ou des routes à numéro, c'est la 108 qui descend à North Hatley, qui tourne un peu plus loin. Ça reste une route municipale. On ne veut pas en faire une autoroute. Puis il est question même de réduire dans une section possiblement encore la vitesse. Ça fait qu'on veut ralentir, on ne veut pas faire de surlargeur pour rendre ça accessible aussi pour les gens à pied et à vélo à des vitesses convenables, de là où on a moins de besoin de surlargeur. J'ai de la misère à suivre, je suis désolé. Dans un premier dossier, on fait une surlargeur pour les vélos et les piétons pour qu'ils se sentent en sécurité. Dans l'autre dossier, on ne fait pas de surlargeur pour la sécurité des piétons et des vélos. Encore une fois, c'est comme les deux arguments sont là d'un côté comme de l'autre. Là, alors, il faut peut-être préciser. Là. C'est on parle d'une courbe très importante qui est à l'arrivée du village. À cet endroit-là, sont restreints encore, on serre encore plus les gens, puis le risque d'accident, même à 50 km, est très élevé. À cet endroit-là, on dit que ça nous prend absolument une surlargeur, bien identifiée, pour que ce soit pour les vélos et les piétonniers. Quand on va plus loin, quand on descend vers North Hatley, les gens, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils veulent garder ce coin-là paisible, puis qu'ils veulent pas en faire une route à 90 km, comme qu'on retrouve sur la 108 de l'autre côté. Ceux qui voudront garder des vitesses de 90 km à Sainte-Catherine ont une alternative pour aller à North Hatley. Puis la note, ça va être de ralentir plutôt le trafic, de profiter de cette belle route-là et que pour les cyclistes ou les gens à pied puissent l'utiliser de façon sécuritaire. Augmentation de la retenue sur la location de la salle communautaire, c'est le dépôt de garantie qui passe de 100 à 500 $ parce que les gens laissaient la salle parfois, pas tout le monde évidemment, mais parfois dans un état lamentable. Vous avez raison, pas tout le monde. C'est quand même assez rare, mais lorsqu'on a dû retenir le dépôt de garantie de 100 $, ça ne couvrait généralement pas les travaux, les services du ménage. Il y a eu des bris aussi pendant le temps des fêtes. Donc, le 100 $ n'est pas suffisant. Puis, de toute évidence, 100 $ pour une salle complète, lorsqu'il y a des dizaines de personnes, ça semble un détail pour ceux qui ont laissé la salle dans un piteux état, ça semble un détail que de payer. Donc, le Conseil a convenu d'augmenter les frais à 500 $. En fait, ce ne sont pas des frais, c'est un dépôt de garantie. Donc, de façon générale, à 95 % on le remet aux gens. Voilà qui fait le tour de ce qui s'est passé donc le 2 juillet dernier à Sainte-Catherine-de-Hatley. Je vous rappelle que nous étions en compagnie de Jacques Demers, maire de la municipalité, et de Christine Labelle, directrice générale. Marché public à Sainte-Catherine-de-Hatley tous les vendredis de 4h30 à 6h30. Madame Labelle me demande de vous le rappeler, ce que je veux bien faire en cette fin d'entrevue, tout en vous invitant comme toujours à faire circuler l'entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.